Radio. Cela fait partie des choses qu'on n'explique pas. Bien que n'y ayant le plus souvent jamais mis le moindre pied, le Québec nous attire. Et peut-être que c'est votre cas. Peut-être même que, comme des milliers de Français chaque année, vous envisagez sérieusement d'aller y poser vos valises pour quelques mois, pour quelques années, pour toujours, qui sait. Mais si en avoir envie est la condition première pour réussir votre expatriation, c'est aussi, et de loin, la plus facile. Quelles études, quel travail, quelle région, quelles écoles, quelle durée, quid de la santé, quid de ma retraite, quels seront vos droits, mais aussi quels seront vos devoirs. Et au-dessus de toutes ces questions règne la question fil rouge de tout immigré au Québec. Comment obtenir le permis de séjour dont j'ai besoin? Et puis d'abord, lequel est-ce? Au fur et à mesure de votre projet, d'innombrables questions, des doutes, mais aussi des grandes joies et de belles espérances vont vous submerger. Alors, à l'image de ce que Christelle Colling et ses équipes font au quotidien au sein de l'organisme, ce podcast est justement là pour vous aider, pour vous guider, pour vous informer, parce qu'ensemble, on partage le même objectif, Objectif Québec. Salut à tous, Objectif Québec, le podcast, épisode 54. Il y a 2 semaines, vous avez fait connaissance avec Marie-Andrée Lévesque. Marie-Andrée Lévesque, je vous le rappelle, elle est présidente du cabinet en recrutement et acquisition de talent Caméléon et elle est aujourd'hui la partenaire emploi d'Objectif Québec. Allô Marie-Andrée. Bonjour Jean-Michel. Bon retour parmi nous. Voilà. Merci pour l'invitation. C'est vraiment gentil de nous accorder encore du temps pour ce 2e épisode. Et celui-là, il est... je vais pas dire que le premier n'était pas important, il était top. Mais celui-là est vraiment important parce que depuis quelque temps, à la faveur des changements qui ont lieu en immigration, vous le savez, on vous l'a répété, dans la plupart des cas, les deux conjoints, quand vous partez en famille, vont devoir passer par une reprise d'études. Alors, on vous l'a déjà dit, je pense que à terme, enfin nous pensons qu'à terme, c'est en soi quelque chose d'assez super parce que ça vous permettra d'être mieux inséré dans la vie, dans le milieu de l'emploi et tout ça et tout. Mais je reconnais que à court terme, là tout de suite maintenant, vous vous dites ah bah ouais mais c'est un peu compliqué parce que faut quand même gagner de l'argent et ainsi de suite. Et effectivement, on est assez contraint quand vous vous retrouvez en emploi. Mais en même temps en études, je crois que c'est 26 heures, hein, c'est ça Marie-Andrée? 24 heures à partir de l'automne, voilà, 2024. 24 heures par semaine, pas plus. Donc forcément, ça limitera un petit peu d'autant. Et sur ce type d'emploi, j'imagine qu'on se pose des milliards de questions. En tout cas, moi, j'en ai quelques-unes et c'est pour ça que je voulais vraiment que Marie-Andrée puisse y répondre aujourd'hui. Donc c'est vraiment cool que tu sois là. Travail et études. Marie-Andrée, comment est-ce que ça marche en vrai? Déjà, est-ce que ça marche en vrai? Oui, tout à fait. Je pense que ça fonctionne bien parce qu'on a plein d'étudiants au Québec qui viennent étudier puis travaillent aussi en parallèle. Donc, comment ça fonctionne, c'est que la personne, une fois qu'elle arrive, elle peut commencer à travailler seulement quand elle a commencé son programme d'études. Elle ne peut pas travailler au préalable. Le gouvernement, sa façon de penser, c'est de dire, comme c'est un étudiant qui vient s'inscrire dans un établissement scolaire au Québec, dans le fond, ce qu'on veut, c'est qu'il mette beaucoup d'efforts et de focus sur son programme d'études et pas trop sur le travail pour pas justement impacter, en fait, les résultats scolaires et autres. Donc, limite ainsi, à partir de septembre, avant c'était 20 heures, mais maintenant ça va être 24 heures, l'implication de te permettre de trouver aux candidats en fait un emploi temporaire, temps partiel et autres. Donc, durant les études, c'est un maximum de 24 heures. Quand il y a des périodes de congé, que ce soit la semaine de relâche, les semaines d'études, le congé de Noël ou la période estivale, là, la personne peut travailler temps plein, faire du temps supplémentaire sans problème. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Après, c'est de voir qu'est-ce que la personne veut faire. Parce qu'en fait, il y a des entreprises au Québec qui sont habituées d'embaucher des étudiants et pour qui, dans le fond, les étudiants étrangers, c'est parfait. Donc, soit des emplois sur le campus des établissements scolaires ou à l'extérieur des campus. Fait qu'on parle restauration rapide, commerce du détail, centre d'appel. Durant l'été, il y a des entreprises qui vont embaucher du personnel pour soutenir les activités parce qu'au Québec, les vacances se prennent pratiquement tous entre juillet et août. Parce
parce que c'est pratiquement les 3 seuls. Ben, juin, juillet, août, c'est les 3 seuls mois de l'année où ce qui fait vraiment beau. Après ça, on a de la neige, puis on a de la pluie. Donc, et là, va permettre, en fait, le gouvernement, il va y avoir des emplois qui vont être temps plein, qui vont être offerts. Il y a aussi des entreprises qui vont offrir du temps partiel, que ce soit des petites compagnies, des startups, des PME qui ont besoin d'aide, mais pas nécessairement d'un emploi temps plein. Ils vont offrir des emplois temps partiel puis peuvent être intéressés aux étudiants également. Il faut juste être conscient que souvent, ces emplois-là sont dans le cadre du lundi, vendredi, 8 à 5, 9 à 5 au niveau des emplois. Donc, ça va toujours dépendre des horaires, en fait, des étudiants. Fait que c'est un peu ça, en fait, la contrainte que les employeurs ont, c'est l'horaire de l'étudiant qui souvent se retrouve du lundi au vendredi aussi, entre le matin et le soir, parce que bon, il y a des programmes universitaires qui donnent des cours de soir. Et c'est pas toutes les entreprises qui vont offrir des emplois le fin de semaine pour accommoder les étudiants. Ok, je comprends. Parce qu'effectivement, c'est la question que je me posais, moi, quand je pense job étudiant, travail étudiant, c'est exactement ce que tu disais précédemment. Je m'imagine travailler dans la restauration rapide, dans des cafés, dans des restaurants, dans des choses comme ça, voire éventuellement dans l'agriculture pour aider aux récoltes ou des choses comme ça et tout. Mais là, dans le cadre des familles que nous, on accompagne avec Objectif Québec, je me disais, il y a quelqu'un qui est ingénieur. Mm-hmm. Il est ingénieur, il arrive, on lui dit qu'il faut qu'il reprenne des études et tout ça et tout, puisque c'est le nouveau cadre. Et partons sur le principe qu'il adore ces nouvelles études et c'est super. Ceci dit, il est ingénieur. Est-ce qu'il a une chance de pouvoir trouver dans ce cadre-là très contraint quand même un job qui utilise ses compétences et accessoirement peut-être lui permettre d'avoir un revenu, même si c'est limité à 24 heures, un peu supérieur que celui qui bosserait au McDo. C'est réaliste, c'est faisable, ça existe ou franchement je me mets le doigt dans l'œil? Moi, je pense que ça existe et de plus en plus, en fait, parce qu'on a une pénurie de main-d'œuvre au Québec, puis c'est difficile de trouver de la main-d'œuvre qui est qualifiée. Puis là, on se retrouve avec des gens qui viennent d'ailleurs, avec des diplômes, de l'expérience qui est pertinente. Il faut être capable, les entreprises commencent à être de plus en plus à l'écoute de ça et essayer d'intégrer ces personnes-là au sein de l'équipe. C'est sûr que quand on est ingénieur en Europe, puis en France, par exemple, au Québec, on doit être membre de l'OIQ là, pour signer des plans et autres. Là, fait qu'il y a quand même des contraintes. Mais des fois, les entreprises vont embaucher des postes peut-être plus juniors, plus d'entrée, qui permettent de mettre un pied dans la porte, là, comme on dit au Québec, qui nous permettent de nous faire connaître, puis d'aller gagner de l'expérience, puis d'éventuellement faire ses stages avec cette organisation-là, qui va nous permettre d'avoir un emploi permanent. Fait qu'il y a des entreprises qui le font. On le voit souvent dans des emplois d'été. Ça peut être au niveau de l'ingénierie, par exemple, les périodes estivales où il y a beaucoup de postes en génie civil, structure et autres, là, où il peut y avoir des postes de terrain. Ça peut être super intéressant d'aller chercher cette expérience-là. Mais moi, ce que j'invite les gens à faire, c'est solliciter les grosses entreprises qui ont peut-être un programme plus flexible. C'est sûr que puis des entreprises de dire écoutez, moi je suis disponible, je peux faire 2-3 jours semaine, mais ça dépend toujours de l'horaire de l'étudiant. C'est ça qui est contraint. Parce qu'en fait, quelqu'un qui est pas disponible du lundi au vendredi, puis j'ai une firme d'ingénierie, moi je travaille pas, j'opère pas le samedi dimanche. Donc c'est peut-être de voir comment vous pouvez condenser vos horaires en fait pour pouvoir vous libérer justement des demi-journées ou des journées complètes. Puis là, c'est beaucoup plus facile d'offrir ce service à une organisation qui pourra vous embaucher. C'est pas toutes les entreprises au Québec qui comprennent, par contre, le permis étudiant. Donc, je pense que aussi, parce qu'en fait, en ce moment, les entreprises se questionnent d'avoir comment je vais faire pour pallier à la demande. Puis nous, comme entreprise, on dit aux entreprises, il faut que vous voyez les choses différemment. Justement, les étudiants étrangers qui ont de l'expérience dans leur pays peuvent être mis à contribution rapidement, ont besoin de moins de formation. C'est plus de l'adaptation aux normes, par exemple, du Québec. Moi, je pense que c'est intéressant. Fait que mes entreprises-là ne savent pas nécessairement quoi faire avec un permis. C'est quoi mes contraintes? Fait que l'éducation, fait qu'en tant que candidat, c'est d'expliquer, gars, ça change absolument rien. Tu m'embauches comme si tu embauchais un étudiant qui sa citoyenneté canadienne, mais je suis limitée à 24 heures semaine durant l'école, puis je peux être à temps plein. Fait que nous, on l'a vu dans le secteur technologie, on l'a vu, des développeurs qui ont été embauchés temps partiel, dans des firmes de génie pour des rôles de techniciens, ça peut se faire, des postes administratifs aussi, donc d'offrir du support. Il y a des entreprises qui auraient besoin, par exemple, d'une adjointe administrative, mais ils peuvent pas l'embaucher temps plein, puis d'avoir quelqu'un qui fait ça virtuel, 20 heures semaine, un peu ad hoc, ça peut être vraiment parfait aussi. Fait que, il y a ces opportunités-là. Dans le pire des cas, l'option, plus étudiant, restauration au détail, ça peut être une option temporaire qui permet à l'individu d'aller chercher un emploi, des revenus, le temps qu'elle se trouve un emploi qui est plus satisfaisant ou par rapport à ses compétences. C'est quand même super intéressant parce qu'effectivement, quand on pense au départ job étudiant, et c'est
permis de travail étudiant, en tout cas, en France, on va naturellement avoir l'envie de se limiter justement à ce genre de job, voilà, les McDo, la restauration, les choses comme ça. Et ce que tu nous dis, c'est super intéressant parce que tu dis, bah non, en tout cas, ne vous mettez pas des freins, vous, qui n'existent pas, parce qu'il y a peut-être des solutions, des choses à trouver, ça peut prendre du temps et tout, mais vraiment des nouvelles opportunités pour le coup, et c'est pour ça que vous traversez l'Atlantique, les amis, des nouvelles opportunités au Québec, aussi dans le cadre d'un permis de travail étudiant. Permis de travail étudiant, on en a parlé, mais il y a un autre permis de travail qui existe, qu'on n'aime pas trop, en général, qui a mauvaise presse, et j'aimerais bien, toi qui connais les employeurs et qui travaillent avec eux et tout, que tu me dises plutôt, mais comment c'est perçu, comment ça fonctionne un petit peu. Alors je sais, hein, tu t'occupes pas de stratégie en immigration, tu sais tout, mais le permis de travail fermé, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est intéressant? Comment ça travaille? Enfin, en gros, parce que franchement, nous, il y a le mot fermé dedans. On a plutôt tendance, par réflexe pavlovien, à se dire, bah, puisque le permis de travail est fermé, moi aussi je suis fermé, je ne veux pas, je veux un permis de travail ouvert. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il est intéressant, le permis de travail fermé, et comment ça marche? Mais je pense que oui, définitivement, il est intéressant. Puis, si les gens ont écouté la capsule qu'on a faite sur la préparation d'entrevue et le choix de l'employeur, je pense que ça prend tout son sens si le candidat qui a son permis de travail, qui est à la recherche d'un emploi, puis a un permis de travail fermé, a bien choisi son employeur. Parce que dans le fond, tu sais, si tu as bien choisi ton employeur, tu as bien choisi ton gestionnaire, ça tente de t'investir, tu as fait tes recherches, le salaire fait du sens et tout, puis tu as accepté un emploi, en théorie, il va te combler la durée de ton permis de travail fermé. Et après ça, tu vas pouvoir le renouveler, etc. Moi, je pense que ce qu'on voit, en fait, c'est ça, c'est des gens qui vont se presser à accepter n'importe quel emploi pour venir au Canada avec un permis de travail fermé. Puis là, ils vont arriver au Québec, puis ils se trouveront pas satisfaits dans leur poste, puis ils n'auront pas fait le bon choix. Moi, je vous dis, prenez le temps de bien choisir cet emploi-là. Parce que une fois sur place, c'est sûr qu'il y a des contraintes. Hein. Quand on veut changer d'employeur avec un permis de travail fermé, ça demande à l'autre employeur qui veut vous embaucher de refaire toutes les démarches, dont l'évaluation d'impact marché-travail, de faire les démarches pour aller vous obtenir un permis de travail qui sera également fermé auprès de son employeur. Puis là, il y a des frais associés à ça. Mais ça se fait. Nous, on le voit, en fait. Tu sais, comme le marché, en fait, il est en pénurie de main-d'œuvre au Québec. Nous, comme recruteurs, on fait de la sollicitation, du sourcing, là, de la chasse de tête, là, comme on dit, auprès de candidats. Et ça nous arrive de rencontrer des candidats qui ont un permis de travail fermé. Puis les employeurs avec lesquels on travaille sont ouverts à faire ces démarches-là. Mais ça prend de l'engagement, puis ça prend un peu de commitment de la part des deux. Puis l'employeur va peut-être plus poser des questions pour s'assurer que la personne fait un changement pour les bonnes raisons. Mais nous, on le voit, cette conversion-là, définitivement. C'est ça qui est intéressant parce que tu l'as dit à deux, trois reprises, mais un permis de travail fermé, c'est aussi et avant tout un engagement très fort de la part de l'employeur. C'est un engagement financier, ça lui coûte de l'argent. C'est un engagement, j'allais dire, administratif, parce que pour lui aussi, derrière, c'est plus compliqué. Donc, il doit vraiment, pour toutes ces raisons-là, s'assurer et vraiment s'engager, s'impliquer que la personne qui recrute, il la recrute pour les bonnes personnes, pour les bonnes raisons, qui va s'assurer, en tout cas faire tout ce qu'il peut pour s'assurer que ça va marcher, que voilà et tout. Enfin, c'est-à-dire que d'une certaine manière, ce permis de travail qu'on présente comme limitatif, j'ai l'impression que dans sa préparation, dans sa élaboration, en fait, il apporte plus de garanties qu'un autre. Mais certainement, parce qu'en fait, dans le fond, quand on embauche quelqu'un, en fait, quand un employeur embauche des gens de l'étranger, que ce soit la France ou un autre pays, tu peux pas les laisser aller comme ça, dans le sens que, tu sais, il y a quand même un engagement de la part d'un employeur. Si j'embauche constamment des employés qui viennent d'ailleurs, je leur fais des permis de travail fermés, je les laisse aller, à un moment donné, je serai plus capable d'en embaucher. Tu sais, le gouvernement met des contraintes, questionne ces mesures-là, parce qu'il faut aussi prendre conscience que la personne quitte son pays, vient s'établir au Canada, ça a des coûts financiers pour les c'est sûr. C'est cher là, de déménager puis de refaire sa vie, c'est pas juste des risques financiers, mais des risques émotifs aussi, parce que ça a un impact dans nos vies. Donc, il y a cet engagement-là, où ce que le gouvernement dit, si vous faites ça, vous devez vous engager. Mais l'employé aussi doit le faire également. Je pense que c'est ce qu'on veut au Québec, c'est des fits. On veut des matchs, que ça fonctionne. On veut essayer de faire en sorte que les relations soient à long terme. Donc, oui, c'est des engagements des deux côtés. C'est sûr que pour un employé, par contre, qui arrive au Québec avec un Français qui arrive au Québec avec un permis de travail fermé, si, par exemple, l'entreprise ferme
ses portes, il n'y a pas la rémunération promise, ses conditions d'emploi sont pas respectées, il est congédié ou mis à pied, il va être capable de, tu sais, il y a quand même des recours pour cette personne-là de pouvoir refaire des démarches et se refaire embaucher. Tu sais, il y a des reste qu'il va y avoir de l'administratif qui va être fait, mais tu sais, il y a aussi ces recours-là. C'est juste que c'est peut-être moins simple qu'un permis ouvert, tout simplement. Ouais. C'est fermé, mais il y a quand même moyen de mettre le pied dans la porte. Ouais, tout à fait. Mais tu sais, je pense qu'il faut venir ici avec les bonnes intentions, les bons engagements, tout à fait. C'est marrant parce que des fois, j'ai l'impression d'entendre parler Christelle quand tu parles. Venir avec les bonnes intentions, avec la bonne posture, avec les bonnes démarches, mais c'est vraiment ça. Depuis ces 2 épisodes, parce que je mets celui d'il y a 2 semaines aussi un peu dans le lot quand je t'écoute parler, et ça va peut-être être une forme de conclusion, mais j'ai l'impression que le marché de l'emploi au Québec est quand même effroyablement plus axé sur l'humain. Vraiment, vraiment, vraiment l'humain. Tu l'incarnes bien, je trouve. Justement, et c'est le point de conclusion, qu'est-ce que tu pourrais dire à ceux qui nous écoutent pour les convaincre que justement pour réussir ce challenge, cette intégration, cette démarche en avant vers l'emploi au Québec, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les convaincre qu'ils doivent se faire accompagner par des gens comme toi, par des gens comme Christelle, comme des gens comme toute l'équipe, la grande équipe maintenant d'Objectif Québec, pour bénéficier de cet accompagnement humain? Mais tu sais, on le mentionnait plusieurs reprises, c'est un fit qu'on vient chercher au Québec. On veut que ça fonctionne, on veut que les gens travaillent pour les bonnes raisons, puis collaborent ensemble pour les bonnes raisons, en fait. Donc, de faire toutes ces démarches-là, sans être réaliste de ce qu'on va vivre. Parce que moi, ce que je trouve bien avec Objectif Québec, c'est que vous allez les préparer au marché du travail. C'est beau le Québec, là. C'est beau le Québec. Le mois de juin, juillet, août, quand il fait beau, puis qu'il y a des festivals à Montréal, puis c'est chouette. Puis novembre, avril, c'est les mois les plus gris de l'année. Puis là, c'est là qu'on devient avec peut-être un blues de la France ou quoi que ce soit. Donc, tu sais, il y a des belles choses au Québec. Il y a des choses, en fait, qui sont moins le fun. Puis je pense qu'il faut être conscient de ça. Donc, de faire sa démarche de façon réfléchie, de faire les démarches pour les bonnes raisons, tout comme choisir un employeur pour les bonnes raisons. Je pense que c'est clé. C'est ça qui va faire en sorte que quand vous allez arriver au Québec, ça va être le fun parce que votre job va être le fun. T'sais, on passe 40 heures semaine à peu près, 37,5, 40 heures semaine au travail. Si t'aimes pas ton boss, si t'aimes pas tes collègues, si t'aimes pas ta job, hey, c'est longtemps. OK? Donc, moi, ce que je dis, c'est assurez-vous de faire des bons choix. Oui, il faut être peut-être un peu plus flexible parce qu'il y a des coûts associés à un permis de travail fermé, notamment. Donc, c'est pas tous les employeurs qui ont le budget de le faire. Mais à la base, si ça vous tente pas de travailler avec les gens, ne le faites pas. Puis nous, on enseigne aux entreprises de plus en plus, c'est le discours qu'on a, faites jamais de compromis sur le fit culture. OK? Donc, tu peux faire un compromis sur le fit technique parce que ça s'enseigne. Hein, des notions techniques, ça se coach, ça se forme, tu fais des cours, des formations. Mais le fit avec l'humain, faites pas de compromis. Pour la même raison que j'ai expliqué tantôt. Si moi, comme gestionnaire, je rentre, puis les 5 personnes dans mon équipe me tapent sur les nerfs, hey, ma journée est longue, est pénible, j'arriverai pas à mes fins, j'atteindrai pas mes objectifs. C'est le même principe. Fait qu'il faut que ça nous tente de le faire, puis la volonté après des individus, c'est ça qui va faire la réussite d'une entreprise. Les gens vont y mettre les mains à la pâte, vont travailler fort, vont avoir du plaisir à le faire. Fait que l'individu qui vient s'installer au Québec avec un permis de travail fermé, permettez-vous d'avoir... Puis c'est des démarches qui sont quand même assez stressantes, puis surtout quand on arrive avec une famille, des enfants, encore plus, un conjoint qui va être pris sur un permis de travail, d'études. Mais donnez-vous le droit de choisir, puis donnez-vous le droit de gérer vos attentes, puis de questionner, puis s'assurer qu'est-ce qui est beau dans l'organisation, qu'est-ce qui est moins beau dans l'organisation pour faire des choix éclairés. Parce que c'est pas vrai que c'est tout parfait, tout simplement. Le premier choix éclairé que vous pouvez faire, c'est de contacter, si c'est pas déjà fait, Objectif Québec. Vous aurez la chance de travailler notamment avec Marie-André Lévesque pour préparer votre future réussite, je vous l'espère, je vous le souhaite à tous sur le marché du travail au Québec. Marie-André, c'était un vrai plaisir. Je te remercie énormément pour ces 2 épisodes. Je te garantis pas qu'il n'y en aura pas un 3e. Ah, mais parfait. Je suis prête pour un 3e. Je te remercie beaucoup et à très bientôt. Merci. Ciao, ciao.
Objectif Québec, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous y avez appris des choses, si vous avez toujours envie d'immigrer au Québec, et si vous êtes vraiment motivé, je ne saurais trop vous conseiller de prendre contact avec Objectif Québec. Avec leurs événements, leurs documents, leurs partenaires et tous les différents programmes d'accompagnement à la carte, Christelle et ses équipes vous faciliteront grandement la vie et vous proposeront tous les outils pour réussir votre rêve de vivre au Québec. Rendez-vous pour cela sur le site de objectifquebec.ca, objectif au singulier, Québec, tout ça en un seul mot.ca. Et donnez-lui une bonne note, ça fait plaisir à Apple et Google, et puis nous, on va vous dire, on n'est pas fâchés. Rendez-vous sur un prochain épisode, et d'ici là, comme on dit au Québec, à tantôt!